Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Idriss Aberkan qui a pris la parole sur Donald Trump et sur sa politique pour y voir un petit peu plus clair. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, le boost. On écoute Idriss Aberkan sur Trump et on en parle juste après. Je crois qu'on s'est trompé sur le Venezuela, ou en tout cas ce que Donald Trump veut sur le Venezuela. Aujourd'hui, aux États-Unis, on commence pas à parler du corollaire Trump à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe qui dispose donc de ce que les États-Unis veulent être maîtres dans ce qu'ils appellent leur hémisphère, l'hémisphère occidental. Pour nous, les Européens, c'est toujours bizarre parce que, est-on oui ou non dans cet hémisphère occidental? Pour les États-Unis, l'hémisphère occidental, c'est l'Amérique, du nord au sud, donc du passage du nord-ouest jusqu'à la Terre de Feu, en incluant les océans, qui sont le glacis protecteur des États-Unis, donc l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, nord et sud dans les deux cas. C'est ça l'hémisphère occidental pour les États-Unis. Amérique du nord au sud, plus les deux océans, et donc du coup pas forcément l'Europe, pas forcément, même sûrement, ni le Japon, ni la Chine. Trump considère que c'est là que les États-Unis doivent s'investir et doivent vraiment contrôler leur environnement. À partir de là, le Venezuela est un problème. D'abord parce que c'est la meilleure porte d'entrée pour la Chine, le Venezuela, de toute l'Amérique, nord au sud, même si le Canada a été une porte d'entrée importante pour les mafias chinoises, notamment pour le blanchiment d'argent. Le Venezuela est la porte d'entrée la plus dangereuse pour la Chine. Les États-Unis ont réussi à chasser, entre guillemets, la Chine du Panama. Pour l'instant, à contrecarrer en partie son projet de doubler le canal du Panama, donc au Guatemala, si ma mémoire est bonne. Mais la Chine a ses entrées au Venezuela et pourrait aller encore plus loin, le Venezuela lui fournissant bien sûr l'or noir dont elle a besoin. Le Venezuela a les plus grandes réserves d'or noir au monde. Certes, ce n'est pas un pétrole très limpide, c'est plutôt du heavy sour par opposition au light sweet d'Arabie Saoudite, mais tout de même, le Venezuela a ses réserves absolument conséquentes. Et d'autres intérêts aussi, bien sûr, son positionnement stratégique. Or, aujourd'hui, le Venezuela, faisant partie de l'axe de la résistance avec à l'époque la Syrie, eh bien, est une porte d'entrée non seulement pour la Chine, mais aussi pour la Russie. Cependant, les Russes n'ont pas été capables de défendre Bachar al-Assad et ont, au final, parce que Bachar al-Assad avait fait n'importe quoi, avait même cru d'ailleurs qu'il pourrait laisser les Russes faire sa guerre à sa place, ce qui était complètement débile comme idée, eh bien, les Russes ont négocié avec Al-Shara, ou Al-Jolani en réalité, hein, le barbu décapiteur qui est maintenant notre pote, faut suivre. Bon, les Russes ont réussi à maintenir leur base à Tartous, etc. Donc, les Chinois et les Russes ne peuvent pas garantir la sécurité et le pouvoir de Maduro, qui d'ailleurs fait les mêmes conneries que Bachar al-Assad, sans doute d'ailleurs un cran au-dessus. Il gère très mal son pays, c'est un fait, hein, que vous soyez de gauche ou de droite. Il faut reconnaître que Maduro fait n'importe quoi. Déjà, Chavez n'était pas un champion, mais Maduro fait vraiment encore plus n'importe quoi que Chavez avec ses infrastructures. Là où les Iraniens ont su se rendre davantage autonomes, avoir une industrie de défense personnelle, avoir une industrie aérospatiale, être capable de faire face à des sanctions, le Venezuela avait plus de 30 ans pour utiliser son argent du pétrole à bon escient, développer des filières nationales en matière d'armement, en matière de renseignement à un plus haut niveau, et bien sûr réinvestir dans leur appareil de production qui a besoin donc de raffiner leur pétrole. Il n'en a rien été. L'État vénézuélien est extrêmement corrompu et aujourd'hui, il serait assez facile de le renverser. Maintenant, la question, c'est l'après. Trump, a priori, ne veut pas somaliser le Venezuela. Si c'était les néocons, par exemple, les néocons, eux, il suffit pour eux d'utiliser la doctrine des rebels cause no trouble. Pardon, rebels, ça doit être indénombrable en anglais, donc ça n'a pas de S. Rebel cause no troubles, donc les gravats ne causent pas de tracas. En gros, on déglingue le pays, on l'empêche de faire quoi que ce soit et on le laisse comme ça. Donc ça vous donne le Yémen, ça vous donne la Somalie et ça peut vous donner l'Irak aussi, même si l'Irak, les États-Unis ont des bases. Bon, Trump ne veut pas ça pour le Venezuela. Sinon, ce serait très simple pour lui de somaliser et de balkaniser le Venezuela, c'est-à-dire donc de garder la partie nord pour garder le pétrole là et ensuite, bien sûr, au sud, de laisser le bordel ambiant. Ça laisserait quand même une porte d'entrée à la Chine, etc. La Chine n'est pas en Somalie, elle n'y a pas d'intérêt particulier, elle a déjà une présence dans la zone avec l'Éthiopie beaucoup plus stable, mais tout de même, ça laisserait une porte d'entrée à la Chine. Les Américains ont fait ça avec le Soudan. Le Soudan, c'est exactement ça. Vous avez eu vraiment un Soudan déglingué, on continue à avoir des génocides au Soudan, mais maintenant qu'il est déglingué, maintenant qu'il n'a plus beaucoup de capacité à produire du pétrole pour la Chine, eh ben, ça pose pas de problème. On ne vous parle plus des génocides et des exterminations au Soudan, parce que les néoconservateurs ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la division du plus grand pays d'Afrique. Maintenant, donc, le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie. Donc, si les néoconservateurs étaient au pouvoir,
C'est certainement de ce pays-là qui s'occuperait. Fort heureusement, ils ne sont pas au pouvoir. Mais vous avez tout de même donc le Soudan qui a été balkanisé et le pétrole soudanais qui ne peut plus aujourd'hui approvisionner suffisamment bien la Chine. Encore une fois, le prétexte du génocide qui était réel au Darfour, eh bien, était bien un prétexte puisque aujourd'hui, le génocide se poursuit, des génocides se poursuivent, plusieurs même, ethnocide, génocide et puis des persécutions religieuses. Mais ça, maintenant, les États-Unis s'en contrefoutent. Non, Trump ne voudrait pas ça pour le Venezuela. Pas parce que c'est un gentil, hein, non, non. Parce que ce n'est pas dans son intérêt, dans ce qu'il veut construire dans l'Amérique avec sa doctrine Monroe-Trump. Bon. Lui, au contraire, il voudrait bien sûr faire du golfe du Mexique une mer intérieure, d'où le fait de l'appeler Gulf of America, au passage. Lui, ce qu'il voudrait, c'est faire une sorte d'empire, un Mare Nostrum, si vous voulez. Un empire romain, quoi, mais américain, et que le golfe du Mexique soit la Méditerranée de ce nouvel empire romain. Une autre Méditerranée centrale, une autre Mare Nostrum aurait pu être l'océan glacial arctique, mais Trump n'est pas dupe, il ne pourra jamais complètement soumettre la Russie. Les Romains, quand ils ont voulu faire de la Méditerranée une Mare Nostrum, les Romains ont dû détruire, ravager Carthage et la romaniser. Alors là, aujourd'hui, la Carthage de cette Mare Nostrum, c'est la Russie, et la cohabitation n'est pas une option. Il est impossible pour les Américains de faire un Delenda Carthago-Est avec la Russie. À partir de là, donc, Trump prend en compte le fait qu'il n'obtiendra pas la balkanisation de la Russie, qu'il ne voudrait pas obtenir la balkanisation du Venezuela. Elle peut arriver, mais il ne voudrait pas l'obtenir. Maintenant, la Chine et la Russie pourraient vraiment demander aux Américains d'aller jusqu'au bout de leur bluff. Parce que aujourd'hui, les Marines ne peuvent pas prendre le Venezuela. Ce n'est pas possible. Donc la seule solution, c'est un coup d'État avec la CIA. Et d'obtenir donc alors le problème, c'est que le coup d'État avec Bachar el-Assad, par exemple, la guerre civile, ça a pris plus de 10 ans. En fait, ça commence même en 2010 et donc ça va prendre un peu plus de 12-13 ans. Sous Trump, c'est pas possible. Le Venezuela peut pas incuber comme ça une guérilla qui en plus pourrait pas être religieuse et qui aurait pas de base arrière, etc. Bon, il y avait le fanatisme religieux qui était un outil de recrutement très important, puis la CIA utilisait des fanatiques religieux depuis très longtemps dans la région et puis dans le monde en réalité, hein, dans la totalité du monde musulman, la CIA avait toujours financé des fanatiques religieux pour lutter contre l'Union soviétique. Ce niveau d'incubation n'existe pas au Venezuela. Ça, c'est un premier gros problème qui fait que si jamais la Chine et la Russie forcent Trump à aller au-delà de son bluff, eh bien, il ne pourra pas, par exemple, dire je vais débarquer avec les Marines au Venezuela. Il faut au minimum 5 ans pour reconstituer des contingents suffisants pour pouvoir vraiment prendre le Venezuela par la force. Mais bon, fragiliser Maduro au point qu'il s'effondre, c'est le pari que Trump fait aujourd'hui. Donc, pas de balkanisation, pas de somalisation, mais empêcher la Chine d'avoir cette porte d'entrée dans la chasse gardée des États-Unis d'Amérique sous Trump. La doctrine Monroe avec le corollaire Trump, la capacité à contrôler les affaires des Amériques du Nord au Sud, empêcher la Chine d'y arriver et bien sûr mettre la main sur des réserves pétrolières absolument majeures qui pourraient rembourser une très grande partie de la dette américaine, relancer toute l'économie américaine et pourquoi pas après, bien sûr, faire du business avec la Chine, mais en lui vendant ce pétrole. En fait, ce que veut Trump et ce que veulent les États-Unis, c'est que le pétrole vénézuélien, bien sûr, passe par eux avant d'aller à la Chine. Ce qui est différent des néoconservateurs qui, eux, ne voulaient même pas que la Chine fût approvisionnée en pétrole. Non, non, Trump n'aura aucun problème à vendre du pétrole à la Chine, par exemple, à vendre le pétrole vénézuélien à la Chine. Mais ce qu'il veut, c'est que ça passe par lui. Donc, je pense que la politique de Trump au Venezuela a été vraiment mal comprise dans le sens où, d'une part, Trump considère que l'Europe elle justement, risque de se somaliser, risque de s'effondrer. Trump ne mise plus sur l'Europe, qui est d'ailleurs pourtant le marché de débouché pour la Chine. Trump adorerait laisser l'Europe à la Russie et à la Chine, plutôt à la Russie d'ailleurs qu'à la Chine, préférerait largement que ce soit la Russie qui prie le leadership en Europe que la Chine d'un point de vue économique, elle ne pourrait pas d'un point de vue politique. Mais en tout cas, Trump se désintéresse largement de l'Europe, d'où le fait que Thomas Massie a donc présenté un projet de sortie de l'OTAN pour les États-Unis, ce qui d'ailleurs serait une très très bonne idée, hein. Les États-Unis n'ont plus aucun intérêt à garder l'OTAN, surtout s'ils considèrent que l'Union européenne va s'effondrer et que l'Europe en général, comme civilisation, va devenir une civilisation de seconde zone dans son histoire, par suicide. À chaque fois que l'Europe s'effondre, c'est par suicide de toute façon. Je crois donc que en 2026, on peut voir soit
un changement de gouvernement au Venezuela. C'est clairement ce que Trump veut. Soit le Vietnam, le nouveau Vietnam des États-Unis, avec là une guerre très prolongée que les États-Unis ne pourraient pas gagner, soyons très clairs. Attendons de voir ce qui va se passer en 2026 pour avoir vraiment les révélations sur ce plan-là, mais ça vous montre à quel point la politique de Trump est distincte de la politique des néoconservateurs, qui eux auraient été tout à fait d'accord de somaliser et de balkaniser le Venezuela. Il existe en fait un panaméricanisme de la part de Trump qui est transparent pour les gens qui connaissent son fonctionnement et son approche. D'ailleurs, il faut rappeler que son modèle, c'est Andrew Jackson. Et ce panaméricanisme, en fait, est vraiment en train de s'exprimer sur le bras de fer entre Trump et le Venezuela. Démonstration remarquable d'Idriss Aberkan. Il nous montre encore une fois que les Américains ne peuvent pas s'empêcher de faire chier le monde entier et de s'occuper des affaires des pays qui sont bien sûr leurs voisins, l'Amérique latine. Ça fait 40-50 ans qu'ils les empêchent d'évoluer et de progresser, qu'ils s'immiscent, qu'ils fomentent des coups d'État. Sincèrement, un jour, il faudra vraiment faire le bilan de l'Empire américain. Qu'a-t-il réellement apporté au monde? Évidemment qu'il y a des choses bénéfiques. Certains films, séries, oui, c'est formidable et on les regarde tous. Et moi le premier, cette manie de faire tomber tel ou tel régime. Enfin, combien de vies ont été perdues, ont été sacrifiées, combien de pays ont vu leur croissance ralentie, leur développement à l'arrêt à cause juste des États-Unis et de leur volonté de mainmise sur le pétrole. Regardez Cuba par exemple. Cuba n'est en rien une menace, ni pour eux, ni sur le monde. Et vous avez vu l'appauvrissement de Cuba. À quel niveau on les a mis juste parce que leurs dirigeants ne nous conviennent pas. On ne peut pas laisser les nations tranquilles et juste faire du commerce entre nous. Alors oui, bien sûr qu'il y a des luttes d'influence pour être leader sur tel ou tel marché. Ok, ça c'est normal. Par contre, s'immiscer directement dans la vie politique de certains pays, moi ça me dérange. L'autre information qui est intéressante, c'est pour Trump, l'Europe est finie. Ça vient aussi collaborer la déclaration récente de Poutine, il y a 2 jours, où il dit les Européens sont un petit peu bêtes parce que si on arriverait, nous, à nous mettre d'accord avec les Européens, notre PIB global serait supérieur à celui des États-Unis. Donc on voit bien qu'effectivement, les gros pays sont en train de se partager le monde et qu'il y a une lutte entre eux. Et les autres dans tout ça, eh bien ils vont payer les pots cassés. Et je vous laisse imaginer que nous sommes en plein dedans. L'Europe va en prendre plein la gueule, tiraillée entre la Russie, la Chine et les États-Unis, sans oublier notre propre décadence et notre suicide, car comme le dit très bien Idriss, l'Europe se suicide toujours d'elle-même, elle n'a pas besoin de causes extérieures, nous sommes suffisamment grands et intelligents pour le faire. Il faut absolument qu'il y ait un sursaut le plus vite possible en France. Moi, que les autres ou que nos voisins s'effondrent, ça me dérange moins. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est mon pays. Et il faut absolument que dans son pays, ça pète une fois pour de bon, pour qu'on puisse remettre les cartes sur table. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.